Bonjour à tous, ici Mathieu de chez Giant Magog et Giant Sherbrooke et aujourd'hui on va parler du stance E+, et le stance E+ Pro ainsi que le Embolden E+, et le Embolden E+ Pro. Donc on va parler des 4 vélos en même temps aujourd'hui parce que essentiellement ils ont tous les mêmes composantes. Le stance E+, et le stance E+ Pro, ce sont tous les deux faits par Giant et sont les versions, on va dire, unisexes de ces vélos-là. Alors que le Embolden E+, et le Embolden E+ Pro sont faits par Liv, qui est la division aux femmes de Giant, et en conséquence, il va avoir des géométries, des proportions un peu plus adaptées pour les femmes. Mais le moteur, batterie, écran et ainsi de suite entre le stance E+, et le Embolden E+, vont être les mêmes, ainsi que entre le stance E+ Pro et le Embolden E+ Pro, eh bien, ils vont avoir les mêmes composantes, encore une fois, ici. Donc, on va parler de tout ça en détail, mais avant de commencer, je tiens à mentionner que Giant Magog et Giant Sherbrooke sont tous les deux maintenant certifiés en vélo électrique de la part de Giant Canada. Donc, qu'est-ce que cette certification comporte? Bien, de un, le premier module qu'il fallait compléter, c'était par rapport à l'éducation de les vélos électriques. Donc, éduquer les gens par rapport à qu'est-ce que c'est un vélo électrique, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Le deuxième module, c'est par rapport à la réparation des vélos électriques. Donc, comment bien les diagnostiquer, remplacer les composantes au besoin, et ainsi de suite. Et le troisième module, ben, c'est par rapport aux nouveautés que Giant amène au marché année après année et de rester à l'affût de tout qui change dans ce monde-là. Donc, bref, parlons maintenant de les vélos en détail et sur ça, bien, bonne écoute. Parlons maintenant de l'écran et de la manette de commande de votre vélo. Dans ce cas-ci, les deux sont intégrés à une même manette. Donc, pour commencer, on va commencer par allumer le vélo en haut ici. Donc, on vient tenir la touche pendant quelques secondes et le vélo, il s'allume. Donc, maintenant, une fois allumé, comme vous pouvez voir, on a de l'information qui s'affiche sur notre écran. Premièrement, quand le vélo il allume, ben, vous voyez que tout est bleu dessus. Ça veut dire que le vélo il est dans son mode automatique. Le mode automatique veut dire que le vélo, ben, il prend en compte plusieurs facteurs pour déterminer l'assistance adéquate à vous donner. Donc, il va prendre en compte la cadence à laquelle vous pédalez, la pente que vous montez, l'effort que vous mettez sur les pédales et votre vitesse pour vous donner plus ou moins d'assistance. Par contre, si on veut manuellement venir changer l'assistance que le vélo nous fournit, on a simplement à peser sur le moins ou le plus en bas ici et ça va venir se changer. Donc, plus qu'on pèse sur le moins, ben, moins qu'on va avoir d'assistance et plus qu'on va avoir d'autonomie. Alors que, naturellement, plus qu'on pèse sur le plus qu'on va avoir de l'assistance et moins qu'on va avoir d'autonomie en conséquence. Si on veut revenir à notre mode automatique comme on était au départ, ben, on a simplement à venir peser en bas ou en haut, l'un ou l'autre, c'est pas grave. On le garde enfoncé pendant quelques secondes et voilà, on est rendu à notre mode automatique. Donc, c'est aussi simple que ça. Sur l'écran, maintenant, on va parler de les écrans de données qui s'affichent. Donc, si je pèse sur le petit i pour information qui est là, vous pouvez voir qu'on va changer ce qui est écrit à l'écran. Donc, présentement, j'ai la vitesse actuelle que je roule, mais si je viens peser dessus, on a maintenant l'autonomie. On peut avoir la distance, on va avoir le temps de la sortie, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, la cadence à laquelle on pédale et on va voir l'odomètre du vélo. Donc, parlons maintenant de chacun de ces écrans-là. Dans le fond, commençons par l'odomètre qui est à l'écran en ce moment.
L'odomètre, on ne peut pas le remettre à 0. Lui, il continue à compter jusqu'à l'infini, dans le fond. Donc, on va savoir c'est quoi le millage total de notre vélo. Si on continue maintenant, eh bien, évidemment, la vitesse, c'est la vitesse à laquelle on roule. Il n'y a pas grand surprise là. L'autonomie, c'est bien sûr l'autonomie qui nous reste dépendamment du mode d'assistance. Comme je disais, tout change en conséquence du mode qu'on demande. Donc, mettons, on prend comme exemple, en ce moment, je descends au plus éco-énergétique, le mode éco, à 63% de charge de batterie, il me reste 117 km d'autonomie. Donc, à une pleine charge, on parle environ un 170-180 km qu'on peut y aller chercher. C'est sûr que oui, il y a toujours le facteur, est-ce que c'est une journée venteuse, est-ce que c'est coûteux, et le gabarit du cycliste, mais ça vous donne quand même une bonne idée qu'on peut avoir une très bonne journée de vélo avec l'autonomie de ceux-ci. Donc, revenons à nos écrans. Si on continue, on a maintenant la distance également. La distance, et en fait, les 3 autres écrans dont on va parler qui suivent, c'est les écrans propres à notre sortie. Donc, la distance qui est là, on peut le remettre à 0. Tantôt, on parlait de l'odomètre. Lui, on ne peut pas. Donc, là, bien sûr, il est déjà à 0, mais mettons que je viens ici à mon temps de sortie, vous voyez, ça fait 1 minute que le vélo a roulé, je peux venir remettre ça à 0. Puis, bien important, je peux venir le remettre à 0, mais faut le faire manuellement. C'est-à-dire, si j'éteins le vélo et je ressors avec le lendemain, il va pas avoir remis son compteur à 0. Faut vraiment l'activer manuellement pour qu'il puisse le faire. Donc, pour le faire, on vient juste peser le plus et le moins, les 2 boutons en même temps. On les garde enfoncés quelques secondes et ça va venir, et voilà, le remettre à 0. Quand on fait ça, ça vient remettre à 0 notre distance, le temps et, le prochain écran, la vitesse moyenne. La seule écran qu'il ne vient pas remettre à 0 par lui-même, c'est le maximum ici. Le maximum, par contre, on peut le remettre à 0 lui aussi. Faut juste qu'on soit sur cet écran-ci pour qu'il soit visible et on vient le faire de la même manière, c'est-à-dire on pèse le plus et le moins pendant quelques secondes et on va revenir à 0 également. Si je continue, la cadence, bien sûr, c'est la cadence qu'on pédale lorsqu'on pédale le vélo. Donc, si on pédale pas, il est à 0. Lorsqu'on pédale, on va avoir une donnée qui va s'afficher. Et ça nous ramène à l'odomètre. Donc, c'est toujours une boucle, essentiellement, de les écrans ou des données qui vont s'afficher devant nous. Les autres touches, maintenant, sur la manette, eh bien, il y en a un juste ici, vous voyez, c'est un petit bonhomme qui marche. Quand je viens lui peser dessus, vous allez voir, ça dit Walk Assist à l'écran pendant environ 4 secondes et ensuite, ça disparaît. Le but du Walk Assist, c'est qu'on puisse déplacer le vélo et qu'on active le moteur pour nous aider à le déplacer. Donc, si jamais on n'active pas le vélo, qu'on pédale pas après quelques minutes, naturellement, il vient s'éteindre par lui-même. Donc, on vient simplement lui allumer. Et pour revenir où ce qu'on était, à notre mode marche, donc, si je veux l'activer, de 1, je vais peser sur le petit bonhomme et ensuite, je vais peser sur le plus. Et là, vous voyez le vélo, il veut donner du gaz. Il veut y aller de l'avant. Je vais essayer de le placer comme ça. Donc, l'idée, c'est que si je l'active et je mets du gaz, il va avancer, dans le fond. Dès que je relâche mon pouce, par contre, du plus qui est là, il va arrêter de nous aider, dans le fond. Puis, après 4 secondes qu'il n'y a pas de signal du plus ici, il va retomber dans son mode normal, c'est-à-dire qu'il faut pédaler le vélo pour qu'il avance. Donc, si on vient simplement peser sur le petit bonhomme qui marche, rien va se passer tant qu'on ne pèse pas sur le plus qui est juste là.
La dernière touche qu'on n'a pas parlé encore, c'est la touche pour les lumières, lui qui est juste en haut ici. Donc, sur les vélos qui ont des lumières, si on vient le garder enfoncé, les lumières vont allumer ou s'éteindre, et si on pèse dessus à nouveau, ils vont s'allumer. Dans tous les cas, on a toujours un petit témoin ici qui allume, qui va nous dire si les lumières sont allumées ou pas. Et dans le cas des vélos qui ont des lumières, ben, ils s'allument automatiquement lorsqu'on allume le vélo et honnêtement, on peut les garder allumés. On n'a pas besoin de les éteindre à chaque fois. Ils sont assez petites, donc il n'y a pas d'impact sur la batterie comme telle au niveau de son autonomie et sa capacité. Là, avant-dernière chose qu'on peut faire avec cette touche-là, par contre, c'est que si je viens juste peser dessus une fois, je peux venir changer la luminosité de mon écran. Donc, si je roule plus tard en soirée et je veux qu'il soit un peu moins brillant dans ma face, ben, je peux peser dessus pour le rabaisser un peu à ce niveau-là. La dernière ou avant-dernière maintenant chose qu'on va voir avec notre manette, c'est dans le cas qu'on veut la mettre en 1000 à l'heure. En fait, bien souvent, c'est pas qu'on veut le mettre en 1000 à l'heure, mais plutôt qu'on s'est mis accidentellement en 1000 à l'heure et qu'on veut le remettre en km/h. Donc, pour le faire, on va venir à notre bouton I ici pour information et on va le garder enfoncé plus longtemps que n'importe quelle des autres touches qu'on a pesé dessus tantôt. Et voilà. Vous voyez maintenant, on est en 1000 ici. Si je veux revenir à mes kilométrages comme d'habitude, bien, on vient faire l'inverse, c'est-à-dire on pèse dessus pendant quelques secondes et voilà, on est revenu en kilomètres. Donc, aussi simple que ça. Puis la dernière chose avec cette manette-ci, c'est pas une touche, c'est plutôt une prise. C'est-à-dire juste sur le côté ici, je suis capable de rentrer mes petits ongles dedans, et quand même bien hermétique. Et voilà, il y a une petite porte ici qu'on peut venir ouvrir et il y a une prise USB-C. Donc, on peut venir brancher notre téléphone, une autre lumière, n'importe quoi, honnêtement, qui a une prise USB-C. On peut le brancher par là et il va se brancher au vélo et utiliser la batterie de notre vélo pour se recharger. Donc, c'est quand même assez pratique à ce niveau-là. Donc, bref, ça fait pas mal le tour de notre manette de commande sur le vélo qu'on a devant nous ici. Parlons maintenant de brancher votre batterie du vélo électrique lorsqu'il est encore sur le vélo. Donc, première étape, on va venir tasser le petit couvert qui est juste ici pour dégager la prise qui est sur le vélo. Par la suite, on vient prendre notre chargeur ici, que comme vous pouvez voir, la lumière rouge est allumée. Donc, ça veut dire que le chargeur il est branché, mais il n'est pas connecté au vélo. Fait qu'il y a du courant, mais il n'est pas encore branché à la batterie. Donc maintenant, on vient prendre notre petit embout juste ici et on vient l'insérer dedans juste comme ça. On vient l'appuyer jusqu'au fond et vous allez voir le chargeur va venir clignoter vert maintenant, la petite lumière qui est là, pour indiquer qu'elle est en train de charger. Donc, on peut le laisser maintenant charger le temps qu'il faut. D'habitude, de 0 à 100%, on parle de quelques heures pour une recharge complète, mais vous n'avez pas besoin évidemment d'attendre que la batterie soit complètement à plat pour venir le brancher à nouveau. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire lorsqu'on vient brancher normalement notre vélo, mais on peut également brancher le vélo pour entreposer la batterie pendant l'hiver. Donc, on va venir ici vous montrer, on va débrancher le chargeur en premier. Vous allez voir, la petite lumière verte va arrêter de clignoter après quelques secondes. Et ça va être pas bien long ici. Le voilà, il commence à tomber rouge, peut être maintenant ici qui est déconnecté. Et maintenant, on peut venir peser sur le petit bouton juste ici. Et vous allez voir, le chargeur va devenir orange en termes de la lumière qui est dessus. Ce qui veut dire qu'elle va charger la batterie jusqu'à 60% de sa charge. Fait que pendant l'hiver, on veut brancher la batterie environ une fois ou 3 mois dans ce mode-ci pour le ramener à 60% de sa charge. Fait une fois qu'il est activé dans ce mode-là,
on peut simplement le rebrancher et lorsqu'il est rendu à 60%, il va automatiquement arrêter de charger la batterie. Donc, on le rebranche à nouveau comme ça, et vous allez voir, il va commencer à clignoter comme qu'il a fait avant, parce que maintenant, on est en train de charger. Par contre, encore une fois, on est dans notre mode 60%, donc on n'a pas besoin de l'arrêter manuellement. Lorsqu'il va rentrer en 60, le chargeur va lui-même le faire. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut laisser la batterie branchée tout l'hiver. C'est vraiment, mettons, une soirée, on le branche à 60%, le lendemain, on vient le débrancher et ensuite on laisse le vélo s'entreposer pendant l'hiver, aussi simple que ça. Si jamais pendant l'été vous branchez votre batterie et vous voyez que le vélo est uniquement à 60%, fort possiblement que vous avez accroché le bouton sur votre chargeur et non pas qu'il y a un problème avec votre batterie. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça pour brancher votre batterie de vélo électrique sur votre vélo. Parlons maintenant de comment enlever la batterie de votre vélo électrique. Donc, la première étape va être d'enlever le couvert qui est en plastique juste ici, en dessous du vélo. Ce couvert-là, dans le fond, protège la batterie. Donc, pour l'enlever, on vient dévisser en haut ici, juste le petit vis, dans le fond, qui le tient en place. Donc, on dévisse jusqu'à temps qu'on sent relâcher. Et ensuite, on peut venir tirer le couvert vers le bas. On va venir le déclipper dans le fond, pour qu'elle puisse se décrocher, parce que comme vous pouvez voir, il y a plein de petits crochets le long du bord pour s'assurer qu'il reste en place. Maintenant que notre couvert est retiré, comme vous pouvez voir, notre batterie est juste là. Par contre, la batterie ne peut pas tomber de là parce que on a un petit latchet, un petit mécanisme en haut qui vient le bloquer en place, qui vient le serrer en place dans le cadre du vélo. Donc, ce qu'on va faire pour enlever la batterie de là, on va prendre un T25, ici un Torx, comme vous pouvez voir juste ici, qui est comme étoilé. Dans le fond, tous les magasins de vélo devraient en avoir, ou sinon des places de quincaillerie, vous devrez être en mesure d'en trouver aussi. Et on va venir l'insérer dans le petit trou juste en haut ici, et venir le dévisser. Quand on vient le dévisser, dans le fond, on vient relâcher le mécanisme à l'intérieur qui retient la batterie en place. Donc, vous allez voir, quand on dévisse ici, on va être capable d'avoir du jeu au niveau de notre batterie. Donc, vous voyez, on a du mouvement ici maintenant. La batterie est plus serrée en place. Là, on peut venir peser sur le petit appui en haut qui est là pour le relâcher. Et la batterie vient simplement tomber dans nos mains pour sortir de là. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça pour retirer la batterie de votre vélo électrique. Donc, parlons maintenant de comment brancher la batterie de votre vélo en dehors du vélo. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai ma batterie juste ici, mais clairement, là, j'ai un embout rond que je vais mettre sur le vélo directement, et là, c'est un rectangle, donc ça marche pas. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Bien, avec votre vélo, vous allez avoir un petit adapteur comme celui-ci. Si je viens l'ouvrir juste comme ça, dans le fond, cet adapteur-ci permet de changer d'un embout rond à un embout rectangulaire ici. Donc, pour le faire, bien, c'est bien simple. On vient connecter l'embout ici. Et ensuite, on va venir brancher notre chargeur dans la batterie, juste comme ça. On vient rentrer dedans, aussi simple que ça. Par contre, il y a un point qui est très important, c'est que vous remarquerez que sur l'embout que j'ai ici, il y a une languette d'un côté et il n'y a rien de l'autre côté. Et sur la batterie, il y a une fente ici et il n'y a pas de fente de l'autre bord. Pourquoi c'est important? Bien, étant donné que c'est juste des pins ici sur notre chargeur, en théorie, rien ne nous empêche de le mettre en l'envers comme ça. Par contre, qu'est-ce qui arrive quand on inverse le courant? Bien, ça peut constituer et la batterie et le chargeur et ça nous rend une nouvelle batterie rendue là. Donc, idéalement, c'est de brancher votre batterie ici en premier et ensuite de brancher le chargeur dans le mur. Donc,
faites pas comme moi je l'ai fait, allez-y avec la batterie en premier et ensuite le chargeur. Sinon, juste à faire attention, quand vous allez rentrer, si jamais il commence à avoir un peu de résistance, arrêtez tout de suite, inversez votre chargeur. Quand vous êtes du bon côté, ça devrait rentrer très facilement. 2 doigts, on est capable de le pousser en place. Et, comme vous pouvez voir en dessous ici, le chargeur va commencer à clignoter pour dire qu'on commence à le charger. Plus qu'il y a de la charge, plus que les barres vont rester allumées. Et bien sûr, notre mode 60% et ainsi de suite fonctionne de la même manière qu'on soit sur le vélo ou en dehors du vélo. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça pour brancher votre batterie en dehors de votre vélo. Donc, maintenant, on va remettre la batterie en place sur votre vélo électrique. Donc, c'est très simple, on vient refaire les étapes que nous avons faites tantôt. C'est-à-dire, on vient insérer la batterie en place, toujours en commençant avec la section en bas en premier. Une fois bien aligné, on vient juste le pousser en place et il va se cliquer à sa place. Par contre, là, on a tout le mouvement dans la batterie parce qu'il n'est pas serré en place. Donc, on vient reprendre notre T25 qu'on avait tantôt et on va venir revisser en haut, juste ici, pour venir le serrer. Donc, on visse jusqu'à la fin. Vous allez sentir qu'on arrive à la fin du vis pour le bloquer en place. Maintenant, il ne bougera pas de là et on peut venir réinstaller le couvert sur notre batterie. Donc, le couvert, on vient faire la même chose comme la batterie. Commençons par en bas. On vient l'enligner, clipper tous les petits clochets en place. Une fois que tout est enligné, on vient simplement visser le petit attache en haut ici. Il faut juste être certain de l'enligner dans les filets de l'autre bord. Donc, on vient pousser ça, on vient le visser et on va venir le serrer pour pas qu'il bouge de là. Des fois, ça prend un peu de pratique pour l'enligner, mais après quelques répétitions, vous allez voir, ça se fait quand même très bien et ça vient protéger très bien votre batterie également. Donc, une fois que ça c'est vissé jusqu'au fond comme ça, bien, la batterie est logée, est prête à partir et on est prêt à retourner en vélo. Je prends 30 secondes avant de continuer la vidéo, simplement pour vous dire qu'à date, si vous aimez la vidéo et vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas d'aller aimer la vidéo sur YouTube ici. Toute la différence pour nous dans l'algorithme YouTube et comme on fait ça gratuitement pour tous, c'est toujours bien apprécié. Sans plus tarder, bonne écoute pour la reste de la vidéo. Parlons maintenant de les pneus sur votre vélo de montagne électrique. Vous remarquez que sur le rebord du pneu, on peut voir que c'est écrit 40 PSI juste ici. Ça, dans le fond, c'est le maximum en termes de pression que le pneu peut prendre et c'est cette pression-là qu'on va aller chercher lorsqu'on installe le pneu sur la roue. La réalité quotidienne, lorsqu'on roule en vélo, on va pas mettre les pneus à cette pression-là. Généralement, on va viser un 25 à 30 PSI, tout dépendamment du gabarit du cycliste, parce que si on les met à 40 PSI, ils vont être trop gonflés et on va perdre de l'adhérence dans les sentiers. Donc, en mettant un peu moins de pression, on va avoir une meilleure adhérence et une meilleure performance du pneu. L'autre chose, ces pneus-ci ne sont pas tubeless lorsqu'on les installe sur le vélo, c'est-à-dire qu'ils ont une chambre à air comme la plupart des autres vélos. Par contre, ils sont tubeless ready, donc on peut les convertir tubeless, c'est-à-dire on change le fond de jambe, on vient mettre une valve différente dessus et on vient installer le liquide à l'intérieur. L'idée derrière, c'est que ça permet de réduire les chances d'avoir des crevaisons et ça redonne un peu de confort au vélo, mais comme je dis, ça ne vient pas comme tel déjà avec le vélo comme ça. En gros, les pneus, l'important c'est simplement de venir les gonfler à tous les sorties.
Juste pour être certain qu'on ne perd pas de pression, parce que si on laisse le vélo pendant quelques jours, voire une semaine, les pneus, comme tout autre vélo, vont perdre un peu au niveau de leur pression. Donc on vient régonfler un peu, juste pour être certain qu'on est correct à ce niveau-là, mais si on fait ça, vraiment, c'est pas mal le plus d'entretien qu'on a besoin de faire avec nos pneus. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc bref, si on gonfle nos pneus, on est prêt à partir. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, parlons maintenant de les freins sur votre Imboden électrique. Donc, comme vous avez des freins à disque hydraulique, il y a très peu de choses que vous avez vraiment besoin de faire à la maison pour entretenir vos freins. Si jamais vous roulez par mauvais temps et c'est très boiteux, c'est très sale comme condition, on peut venir juste essuyer le disque de frein avec une guenille propre et un peu d'alcool à friction juste pour venir enlever la saleté et le résidu d'alcool va venir s'évaporer. Ensuite, la seule autre affaire qu'on a vraiment besoin de faire attention au niveau de nos freins, c'est lorsqu'on vient enlever la roue et qu'on vient transporter le vélo. Pour éviter que nos plaquettes de frein viennent se coller ensemble, on va venir mettre ce spacer entre nos plaquettes de frein pour que si on accroche le levier, ils viennent freiner sur le plastique et non pas se coller. Donc, première étape pour mettre ce petit spacer entre nos plaquettes de frein va être de venir retirer la roue du vélo. Donc, on va venir prendre notre clé Allen juste ici, l'insérer dans l'embout et on va venir le dévisser au complet. Fait qu'on vient ici, dévisse pour retirer l'axe au grand complet. Donc, lorsqu'on va être complètement dévissé, on va venir bien sûr retirer l'axe comme ceci et la roue va seulement tomber de là dans le fond. Donc maintenant que la roue est retirée, on va être capable de venir mettre le spacer entre nos plaquettes de frein. Donc on va venir le mettre où ce que le disque passait, c'est-à-dire entre les deux plaquettes de frein. Et on va vouloir le rentrer jusqu'au fond. Donc on va le pousser jusqu'à temps qu'on entend un clic qui veut dire qu'on est cliqué en place parce qu'il y a un petit pin qui passe à l'arrière du frein juste ici et le morceau en plastique va venir se clipper là-dedans pour pas qu'il tombe lors du transport de notre vélo. Donc comme ça c'est maintenant en place, on est correct pour transporter parce que si on accroche le levier de frein, ça va venir freiner sur le plastique et non pas se coller entre eux. Donc, quand on est rendu à destination, on retire le spacer, aussi simple que ça, et on est prêt à remettre notre roue en place. Donc, on fait la même manœuvre à l'inverse, c'est-à-dire on vient l'enligner le disque entre les plaquettes de frein, on lève la roue jusqu'à sa place, et on va venir insérer l'axe à travers jusqu'ici. Donc on va venir le pousser, juste le gigoter pour qu'elle puisse bien passer. Et voilà. Une fois qu'il est fité dedans, simplement on vient le visser jusqu'au fond. Donc on veut jusqu'à temps qu'il y ait une bonne tension dessus pour être certain qu'il ne bouge pas de là. Fait qu'on pousse jusque là et on va être prêt à repartir. Fait que rendu là, on enlève notre clé Allen et on est prêt à rouler en vélo à nouveau. Donc, une parenthèse rapide ici. Dans le cas du Imboden E+2 et du Stance E+2, la fourche de la suspension n'est pas pareille comme les modèles Pro et l'essieu est un peu différent. Donc, pour enlever notre roue, à place de le dévisser comme qu'on aurait fait avec les modèles Pro, on va venir le dévisser à nouveau, mais pas au complet. Vous allez voir, dans le fond, quand je viens dévisser un peu, je vais être capable de pousser les embouts ici pour qu'ils rentrent à l'intérieur et restent bloqués en place. Une fois que ça c'est fait, là je vais être capable de le retirer au complet. Donc, je répète, on dévisse un peu pour relâcher la tension sur les embouts, mais pas au complet pour le sortir comme un essieu qui est vissé. Une fois qu'il est retiré,
on peut enlever la roue au complet, et pour le remettre, on fait la même manœuvre à l'inverse, c'est-à-dire on le pousse à travers, et il faut juste être certain qu'on le twist pour que les petites pattes s'ouvrent dans le fond pour bloquer en place. Ensuite, on tient un bord et on vient le visser jusqu'à temps qu'il y ait une bonne tension quand on vient le fermer en place. Donc là, il y a peut-être un peu trop, je vais le slacker, juste une petite affaire. On veut qu'on soit capable de bien le fermer, mais pas besoin de forcer tout l'effort qu'on peut donner non plus. Juste de mettre une bonne tension, être certain que ça ne bouge pas de là, on va être correct. Donc encore une fois, je vais enlever un petit peu juste pour être correct à ce niveau-là. Et voilà, je viens le fermer avec la paume de ma main et ça reste là. Donc c'est un peu différent que les autres systèmes, mais une fois que vous allez voir au début c'est une petite affaire, ça va très très bien pour le relâcher à ce niveau-là. Donc, parlons maintenant de la suspension avant sur votre vélo. Donc, sur la suspension, en haut ici, on peut venir mettre de l'air en dévissant le couvert à notre gauche, juste ici. Donc, une fois que ça c'est dévissé, on a la valve qui est juste là, qu'on peut venir passer notre pompe à suspension et venir gonfler la suspension. Pour savoir la pression qu'on va venir mettre dans la suspension, c'est toujours en conséquence du gabarit du cycliste. Donc, un peu plus tard, vous allez voir, il y a une charte de pression pour tous les pros de cyclistes pour savoir quelle pression on va venir mettre dans cette suspension-ci. Donc, on vient gonfler la suspension selon la pression qui est recommandée. Et une fois qu'on a terminé, bien, on vient simplement juste remettre notre petit couvert en place jusque-là. On vient le revisser, le fermer et on est prêt à partir pour ça. Les autres ajustements au niveau de suspension sont des ajustements qu'on peut faire pendant qu'on roule en vélo. Donc, la première va être en haut ici. On a notre petit lockout. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une petite flèche dessus avec un cadenas qui est d'un bord. Donc, quand on vient tourner ce petit rondelle-là vers le cadenas, comme ceci, on vient fermer la suspension. Donc, dans une montée ou dans un endroit plus technique qu'on n'a pas besoin de suspension, en venant la tourner comme ça, on vient la réduire. Par contre, à l'inverse, on va vouloir le garder ouvert lorsqu'on arrive dans une descente ou des endroits qui ont plus d'impact. Parce que en étant ouvert comme ça, là la suspension va être capable de travailler pleinement comme qu'elle a besoin de faire pour absorber les impacts. Donc quand on est ouvert, on est un peu moins efficace, quand on est fermé un peu plus, mais on vient moins absorber les impacts. Donc maintenant, en bas de notre suspension, juste ici, je vais tasser la caméra pour mieux vous montrer. On a juste à notre gauche, vous pouvez voir la petite charte de pression qui est juste là, qui, comme je mentionnais, va nous donner la pression adéquate selon le gabarit du cycliste. Donc, plus grand gabarit, plus d'air dans la suspension, plus petit gabarit, moins d'air dans la suspension. Donc, avec ça, on va être capable de vraiment bien gonfler les suspensions selon chaque cycliste. Ensuite, on va descendre un peu plus bas sur la suspension et vous allez voir, on a notre troisième, deuxième, je vais dire, et dernier ajustement de suspension, c'est-à-dire le rebond. Donc, si je viens tasser ça juste ici, vous allez bien le voir, on a un petit diagramme ici avec un lapin à gauche et une tortue à droite. Donc, une image vaut 1000 mots, comme ils disent. Donc, le tortue, quand on vient tourner notre rebond vers la tortue, va venir ralentir le rebond. Donc, quand la suspension s'écrase, elle va rebondir moins rapidement. Et à l'inverse, quand on tourne vers le lapin, la suspension va rebondir plus rapidement. Donc, l'idée, c'est que si on a plusieurs impacts, un la suite de l'autre, on veut que la suspension revienne assez rapidement pour être capable d'être à sa pleine extension et absorber adéquatement la prochaine impact.
Par contre, si il revient trop rapidement, c'est pas mieux non plus, parce que dans ce cas-là, ça va vraiment donner quasiment un coup vers le haut. À l'inverse, de l'autre bord, avec le torsu, il va venir plus lentement, fait qu'il y aurait moins l'effet de rebondissement à chaque impact, mais s'il n'est pas assez vite, la suspension peut venir s'accoter au fond quasiment, parce qu'après chaque impact, il n'y aura pas le temps de rebondir à sa pleine extension pour la prochaine. Donc, en bas ici, on peut venir en roulant en sentier, jouer avec d'un bord et de l'autre. Vous allez voir comment le vélo réagit et trouver l'ajustement qui vous convient. Donc, honnêtement, c'est pas plus compliqué que ça pour ajuster la suspension à l'avant sur votre vélo. Donc, parlons maintenant de votre suspension arrière. La suspension arrière ressemble fortement à votre suspension en avant, mais avec une différence importante, c'est que dans ce cas-ci, on ne peut pas la barrer. Par contre, en raison de les points de pivot et la géométrie de ce vélo-ci à l'arrière-là, ça fait en sorte que quand on pédale le vélo, les efforts se contrebalancent, on va dire, et on vient pas rebondir autant que lorsqu'on pédale pas et qu'on descend le terrain et qu'il y a des impacts, là, la suspension va venir travailler. Donc, même si on peut pas la barrer, vous allez voir, on n'a pas vraiment besoin. Première étape, comme la suspension en avant, c'est de venir gonfler la suspension. Donc, on va venir mettre de l'air en dévissant le petit capuchon juste à côté ici. Une fois que ça c'est retiré, on peut venir installer notre pompe à suspension. Et règle générale, pour la suspension arrière, on va venir mettre le poids du cycliste en livres, en PSI, plus environ un 10 PSI. Donc, quelqu'un pèse 150 livres, on va mettre un 160 PSI environ. Ensuite, comme à l'avant, on a le rebond qui est écrit juste ici, noir sur noir, donc tel est discret. Comme vous pouvez voir un peu, on a le moins à droite et le plus à notre gauche. Donc, le petit rondelle rouge qui est juste là, comme vous pouvez voir, on est capable de le tourner avec notre doigt et le donner un rebond plus rapide ou un rebond plus lent. Donc, le principe du rebond, c'est encore le même principe que la suspension en avant, c'est-à-dire plus qu'on est rapide, plus qu'il va rebondir rapidement, plus qu'il est lent, plus qu'il va rebondir lentement. Donc, en gros, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur votre suspension arrière sur ce vélo-ci. Un point intéressant sur ce vélo-ci, c'est qu'on a la possibilité de venir installer une béquille ici à l'arrière. Donc, de base, le vélo ne vient pas avec une béquille, mais on peut facilement venir le poser en place pour les gens qui le souhaitent. Et c'est une béquille très solide faite pour les vélos électriques et que, autant plus, on est capable d'ajuster sa longueur. Donc, lorsque on vient le sortir ici, on peut peser sur le petit bouton en arrière pour venir le glisser en haut ou en bas pour le rendre plus long ou plus court. Donc, peu importe le terrain sur lequel on va s'arrêter avec le vélo et utiliser la béquille, le vélo va toujours être mis à niveau et il va être en sécurité. Donc, comme je mentionnais, le vélo ne vient pas avec une béquille, mais dans le cas qu'on souhaite en mettre un, il y en a un qui est fait exprès pour ce vélo-ci et qui fonctionne très très bien pour ça. Parlons maintenant de l'entretien de votre vélo électrique. Souvent, on a la question, comme j'ai un vélo électrique, est-ce que ça nécessite plus d'entretien? Ben, pas nécessairement. En fait, c'est sûr qu'un vélo électrique, généralement, les gens vont faire plus de millage qu'un vélo normal, étant donné qu'ils ont l'assistance électrique. Et tout comme un auto, si on fait plus de millage, ben, faut valider nos plaquettes de frein, changement d'huile, plus souvent qu'un auto qui roule moins régulièrement. Ceci dit, vous pouvez faire beaucoup d'entretien par vous-même à la maison, c'est pas plus compliqué qu'il faut. Étape 1, dans le fond, dans notre entretien, ça va être de nettoyer le vélo avec un savon comme le Bike Cleaner ici de Mokoff.
On peut en mettre un peu dans un bocal avec un peu d'eau chaude, une petite guenille et juste venir laver le vélo, tout simplement, comme on laverait un auto. Par la suite, on vient de rincer pour enlever le savon et l'essuyer à la fin, vraiment tout ce que ça prend à ce niveau-là. Par contre, quand on parle de notre chaîne et de notre transmission, là, le savon comme ça marcherait pas pour bien le nettoyer. Ça prend vraiment un dégraissant comme le Drivetrain Cleaner de Mokoff, qui lui va vraiment s'attaquer à l'huile qui est sur notre chaîne et la saleté qui est dessus également. Donc ça, on peut en mettre un peu sur une guenille qui est sale, idéalement, parce qu'on va saler la guenille en enlevant la vieille huile, ou bien on peut en mettre un peu directement sur la chaîne, sur la cassette en arrière, mais vraiment en modération. Par la suite, avec une vieille brosse à dents ou, comme j'ai dit, juste une guenille, on peut venir frotter et vous allez voir toute la cochonnerie noire, sale qui est sur votre chaîne. Eh bien, elle va s'enlever. Votre chaîne va être métallique comme si elle était neuve, mais rendu là, vous n'avez pas d'huile dessus. Donc, la dernière étape, c'est de venir mettre notre huile sur la chaîne et on n'a pas besoin de beurrer notre chaîne non plus. Juste de venir mettre une gouttelette à chaque maillon ou deux, c'est en masse. On ne veut pas en mettre trop parce que si on en met trop, bien là, on va avoir plus de saleté qui va se coller dans notre chaîne, qui se colle à notre sucre d'huile et on va bien souvent beurrer toutes les autres composantes sur notre vélo. Donc, juste en mettre un peu, c'est en masse suffisant à ce niveau-là. Dépendamment des conditions dans lesquelles on roule, ben, si on roule souvent par temps sec, on peut mettre le dry ici de Mokoff qui va moins ramasser de saleté, mais qui va disparaître un peu plus rapidement lorsqu'on roule par mauvais temps. Ou bien, si on roule souvent par mauvais temps, ben, on peut mettre quelque chose comme la wet ici qui colle un peu plus à la chaîne, mais si on roule par temps sec avec, eh bien, elle va ramasser un peu plus de saleté. Sinon, la dernière des options, ben, c'est toujours de mettre quelque chose comme la 4 saisons, le all-weather de Mokoff, qui fait un beau compromis, on peut dire, entre les deux. Donc, tout dépendamment des besoins de chacun, il peut avoir une huile qui est un peu mieux adaptée à l'utilisation dans nos conditions. Finalement, c'est sûr que un entretien annuel sur le vélo, c'est toujours une bonne idée aussi, parce que dans un entretien annuel, on va venir valider, bon, les plaquettes de frein, est-ce qu'elles sont usées, est-ce que les disques sont encore corrects, est-ce que la chaîne est usée, est-ce qu'on est dû pour le remplacer, parce que souvent, le nerf de la guerre, c'est de faire l'entretien préventive et non pas, ou le moins possible, corrective, parce que si on remplace notre chaîne lorsqu'elle est due et on ne les tient pas trop longtemps, ben, on évite que on endommage la cassette et ainsi de suite, et au net, ça nous coûte plus cher si on attend trop longtemps. Fait que, dans de la guerre, un peu d'amour va loin, mais si jamais vous avez des questions, des incertitudes, au moins une fois par année, des fois c'est bien de passer nous voir et on peut vous aider avec tout ça. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qui conclut notre vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez d'autres questions par rapport au vélo dont vous avez parlé aujourd'hui, n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire, de nous appeler ou bien passer nous voir en magasin. Ça me fait plaisir de vous répondre avec toutes les réponses. Si vous avez encore des questions par rapport à l'application Ride Control de Giant qui, comme je mentionnais, permet de vraiment personnaliser votre moteur, votre écran, vraiment personnaliser votre vélo à vous, n'hésitez pas d'aller écouter la vidéo que nous avons faite dessus. En fait, il y a même 2 vidéos parce que Giant a sorti un mise à jour important depuis qu'on a fait la première vidéo. Je mettrai les 2 dans les commentaires de cette vidéo-ci. Finalement, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de le liker, de le partager et commenter dessus, laissez-nous savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour vous aider avec vos vélos électriques. C'est toute la différence pour vous. Donc bref, passez une belle journée, puis à la prochaine.